Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cinécure, deuxième épisode de la saison 3 et, comme j'en ai l'habitude, tous les premiers mercredis du mois, je vais vous proposer 4 films sans limite de genre ni d'époque, à la seule condition qu'ils soient disponibles en VOD ou en streaming. Vous commencez à être habitués, depuis la saison dernière je tente de lier ces films par un thème en commun, et cette saison encore c'est le cas. Après avoir parlé de Kirk Douglas lors du précédent épisode, je vais ce mois-ci vous parler de la comédie à l'italienne. Sous ce nom assez explicite, on retrouve un certain nombre de films sortis des années 50 aux années 80 et qui en général sont une satire de la bourgeoisie et du mode de vie que l'après-Seconde Guerre mondiale a glorifié. Surconsommation, capitalisme galopant, écart grandissant entre la ville et la ruralité, une série de films et de réalisatrices ont su capter l'air du temps et en rire pour mieux dénoncer un certain enrichissement des plus riches au mépris des plus pauvres. Si vous me connaissez bien, vous savez que j'adore avoir une lecture politique des films que je vois, et avec ce genre qui n'en est pas vraiment un, on peut dire que je suis servi. Pietro Germi, Luigi Comencini, Antonio Pietrangeli, Mario Camerini, Luigi Zampa, Alberto Lattuada et bien sûr Mario Monicelli, sans oublier le maître absolu, Dino Risi, voici quelques-uns des noms qui ont participé à créer certains de ces films. Pour me faciliter la tâche et aussi parce que j'aime les challenges, j'ai décidé de me concentrer surtout sur une décennie, un peu comme je l'ai fait avec l'épisode précédent sur Kirk Douglas. Cette fois-ci, j'ai décidé de m'attacher aux années 70. En France, les années 70 ont été des années de transformation, de changements profonds et radicaux qui ont vu naître un cinéma à la fois digne héritier de la nouvelle vague, mais aussi un cinéma qui a eu le courage de s'en distancier et d'exister par lui-même. Aux États-Unis, ce mouvement a été appelé le Nouvel Hollywood, en référence à la nouvelle vague justement. En Italie, comme vous allez pouvoir le constater, les cinéastes n'ont pas tardé à en faire autant. Nombreux et nombreuses sont les artistes qui auront su prendre le train du néoréalisme rose en vogue jusqu'aux années 50 pour le faire évoluer vers quelque chose de plus acerbe et mordant. Et en termes de mordant, vous verrez que les Italiens n'ont absolument rien à envier à qui que ce soit d'autre. Il me semble aussi que dans les années 70, les plus éveillés d'entre nous avaient en main tous les outils pour entrevoir les dangers que représenterait une victoire intellectuelle du capitalisme. On était suffisamment éloigné de la guerre et encore trop loin de la chute du mur de Berlin pour avoir des certitudes, mais il y avait quand même des signes avant-coureurs. C'est le premier choc pétrolier, c'est le flower power, ce sont des années où l'engagement politique semble être omniprésent et plus utile que jamais. On était encore libre de choisir de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. On pouvait pencher d'un côté comme de l'autre de la balance, sans pour autant être aveugle à ce qui semblait bien être une marche sans obstacle vers la victoire à l'ouest, pour les valeurs portées par le libéralisme. Et, en Italie, c'est aussi les années des Brigades Rouges, une période qui porte le nom d'année de plomb, où sortir de chez soi était souvent considéré comme dangereux, et où les attentats étaient légion. En bref, c'est le terreau idéal pour faire un cinéma profondément politique, joyeusement contestataire et libre. Et ça tombe bien, parce que c'est ce à quoi les films que j'ai sélectionnés pour vous vont prétendre précisément. Vous serez, je l'espère, surpris de voir comment ces films-là, portant indéniablement presque tous cinquantenaires, sont d'une actualité malheureusement pressante et troublante. Comme si les artistes qui les avaient pensés et produits avaient eu une vision de ce que notre monde allait devenir bien avant que celui-ci ne le devienne. Une vision qui n'aura pas trouvé de contradiction, mais qui aura donné lieu à certains des films les plus drôles que le cinéma transalpin et européen aura su produire. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Au nom du peuple italien de Dino Risi, durée 1h43. À Rome, une jeune femme est retrouvée morte. Mariano Bonifazi, un juge opiniâtre, mène l'enquête et découvre que Lorenzo Santenocito, un homme d'affaires très puissant et très connecté, est lié d'une manière ou d'une autre à la victime. Chacun des deux hommes va avoir à cœur, l'un de faire vaincre la justice et l'autre de se blanchir. Et chacun d'eux de nous brosser un portrait de la société italienne dite moderne. Signor giudice, la sua ottica circa la mia attività di operatore economico è falsata. Io mi muovo a livello verticistico. Ritenere che un industriale possa mantenere rapporti con tutti quelli che riescono a strappargli una raccomandazione è come ritenere che possa mantenerli con il fruitore del prodotto finito. Con chi, prego? Con il fruitore del prodotto finito, vuol dire consumatore. E perché non dice consumatore? Oh bella, perché rifiuto il piattume delle terminologie indifferenziate. Più parole, più idee. Sì, io amo il linguaggio aderenziale e desemplicizzato. Ecco, mi dica lei, che cosa mi offre in alternativa a desemplicizzato? Desemplicizzato?
Complicato. Complicato? Complicato, sì. Vabbè. Così sono buoni tutti. Je commence par le plus populaire des réalisateurs italiens et certainement l'un des plus importants créateurs de comédie à l'italienne, Dino Risi. Après des études de médecine, sa mère voudrait qu'il devienne psychiatre, mais le petit Dino, qui est né et a grandi à Milan, ne voit pas les choses de la même façon. Il va plutôt essayer de tenter sa chance dans le cinéma. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que dès le début, son œuvre est politique. En 1946, il tourne un premier court-métrage intitulé Barboni, c'est-à-dire Clochard en français, qui parle du problème du chômage à Milan. On est dans l'après-guerre et déjà Risi capte une ambiance particulière et très sociale. Il faut dire que le pays est au plus bas, détruit qu'il a été par la guerre et surtout rangé parmi les perdants de cette guerre dont de nombreux Italiens ne voulaient pas et que la plupart ne comprenaient pas. Le spectre du fascisme, qui a tordu la volonté du pays avant et après la guerre, est aussi encore bel et bien présent et socialement, tout est à reconstruire. Toutes les couches sociales en sont au même point. Personne n'a plus rien. Plusieurs autres courts-métrages suivront, dont un qui témoigne d'un amour manifeste du cinéma intitulé Buio nella sala, qu'on pourrait traduire par Obscurité dans la salle, et qui met en scène un VRP dépressif qui va voir un western et en ressort plus fort. Celui-ci attirera l'attention du déjà à l'époque influent producteur Carlo Ponti. Dès lors, sa carrière est lancée dans le giron de Luigi Comencini, auquel nous reviendrons plus tard. Les années 50 seront celles où Risi s'affirmera comme l'artisan définitif de la comédie à l'italienne, avec plusieurs films importants comme Pain, Amour, ainsi soit-il, suite d'une série de films signés Luigi Comencini, encore lui. Puis viendront Pauvre mais beau, et plus tard Beau mais pauvre, et enfin Pauvre millionnaire. La plupart de ces films ont, au-delà de leur succès public, une particularité. Ils sont tournés vite et avec des moyens limités, et Risi se fait une petite réputation de sorte que, quand arrivent les années 60, le réalisateur est une valeur sûre, prêt à inscrire pour de bon son nom dans la légende. Ce sera chose faite en 62 avec l'incroyable Fanfaron, qu'il écrit et développe en plus de réaliser, ce qui n'est pas un fait isolé dans sa filmographie. On y retrouve Vittorio Gassman, incroyable acteur qui a commencé sa carrière en même temps que Risi, qui va collaborer près de 20 fois avec le réalisateur et qui ici donne la réplique à un très jeune et très beau Jean-Louis Trintignant. Je pourrais passer des heures à vous parler du Fanfaron, film qui m'a définitivement poussé à parler de la comédie à l'italienne, mais je le garde au chaud pour une autre occasion, on ne sait jamais. Et pourquoi pas un épisode spécial Jean-Louis Trintignant, tiens. Vous l'aurez compris, en 1971, lorsque sort Au nom du peuple italien, Risi est un réalisateur installé et respecté. Ce titre, c'est déjà une affirmation que le film sera politique puisque c'est une formule administrative d'importance. C'est celle qui est prononcée au tribunal au moment des condamnations. À ce titre, on pourrait qualifier le film de procès. J'en profite pour vous encourager à écouter l'épisode 8 de la saison 2 de Cinécure, qui se concentrait justement sur ce genre particulier, sauf qu'on n'y verra pas vraiment de salle d'audience. Le film se concentrera plutôt sur la relation qui oppose un juge, interprété par Ugo Tognazzi, autre géant du cinéma italien en général et de la comédie italienne en particulier, et un homme d'affaires, je fais des guillemets avec mes doigts, interprété justement par Vittorio Gassman, dont on a déjà défini l'importance. Autour d'eux, de leurs idées opposées, de l'affaire qui les rapproche et des a priori qu'ils ont, Risi et son équipe en charge de l'aspect du film, Luigi Scaccianoce pour les décors et Bruno Cesari pour les accessoires, font un travail somptueux en présentant une Rome absolument hideuse et insalubre. La ville est moche, décatie, le tribunal tombe carrément en lambeaux, tant et si bien que les bureaux sont déménagés dans une caserne, et d'une façon générale, tout semble être à l'abandon dans le meilleur des cas. Souillé serait un terme plus exact. L'effet voulu par cette équipe est saisissant parce que c'est la première chose qui marque le spectateur. Tout semble désuet, dépassé. Et c'est bien entendu tout le propos. Où est ce progrès que l'après-guerre nous a si bien vendu ? Cette modernité inévitable que le capitalisme allait naturellement emmener avec lui. C'est dans cette ambiance que le juge Tognazzi et le businessman Gassman vont s'affronter. Mais là où les auteurs Scarpelli et Incroci, plus connus sous le pseudonyme Age, l'un des duos si ce n'est le duo le plus représentatif de scénaristes de comédie à l'italienne, sont très forts, c'est qu'ils ne dessinent pas à grands coups de pinceau un monde où l'entrepreneur serait l'ennemi à abattre et le juge un enfant de cœur. Le film va au contraire soulever petit à petit, au fil des confrontations, un questionnement philosophique et malheureusement toujours actuel. Qui est coupable ? Et plus généralement, qu'est-ce que la culpabilité ? Sans dévoiler le nœud de l'intrigue, c'est la grande question qui traverse tout le film, et c'est une interrogation qui accompagne les deux protagonistes, contrairement à ce à quoi on pourrait s'attendre. La réponse se trouve
vous vous en doutez, dans une observation minutieuse du système dans lequel nous vivons depuis maintenant presque 70 ans et qui semble produire non pas de la richesse ou de la modernité, mais plutôt un écosystème où les plus privilégiés assurent la continuité de ces privilèges, tandis que le peuple, celui-là même auquel il est fait référence dans le titre du film, est maintenu dans son statut de relative misère par l'exercice de quelques leviers grotesques mais efficaces. Une leçon de cynisme qui ne manque pas de dialogue acéré et d'images aussi comiques qu'elles sont navrantes. C'est là le signe d'une grande comédie à l'italienne et plus généralement d'un grand film. Si vous aimez les films de procès, les duos d'acteurs au sommet et les propos acerbes, alors Au nom du peuple italien est fait pour vous. Vous le trouverez en streaming sur Canal+. En 1971, en France, on pouvait voir Les Bidas en folie de Claude Zidi, Les Diamants sont éternels de Guy Hamilton et Mort à Venise de Luchino Visconti. L'argent de la vieille de Luigi Comencini, durée 1h53. Chaque année, Peppino et Antonia, deux misérables qui vivent chichement dans un bidonville aux abords de Rome, attendent impatiemment l'arrivée de celle qu'ils appellent la vieille, une femme d'un certain âge, très riche et qui s'installe en général dans la villa sur les hauteurs de la ville. Celle-ci a une passion, les jeux de cartes. Chaque année, elle réclame Peppino et Antonia pour jouer avec elle au Scopone Scientifico. Et chaque année, Peppino et Antonia espèrent lui rafler quelques millions. Jusqu'à présent, sans succès. Après avoir parlé de Dino Risi, nous nous attaquons à celui qui l'a plus ou moins formé. Comme promis, nous allons parler de Luigi Comencini. Né dans le nord de l'Italie, à Salo, à côté de Brescia, en 1916, il passe une partie de son enfance à Agen, dans le sud-ouest de la France. Comme Risi, il tourne un premier court-métrage intitulé Bambini in città, les enfants en ville, et très vite passe au long avec Proibito rubare, interdit de voler, en 1948. Incidemment, son frère Gianni, Alberto Lattuada et lui fondent la Cinémathèque italienne qui a son siège à Milan et qui jouit aujourd'hui d'un catalogue de plus de 20 000 films. Comme j'ai eu l'occasion de vous le dire, Comencini connaît le succès avec la série Pane, Amore e Fantasia, Pain, Amour et Fantaisie, puis Pane, Amore e Gelosia, Pain, Amour et Jalousie, sortis respectivement en 1953 et 1954. Infatigable, Comencini produit énormément de films, souvent des films de commande, jusqu'à 3 pour la seule année 1964, certains intéressants, d'autres un peu moins. Il participe à la trilogie de la guerre avec La Grande Pagaille, qui peut par beaucoup d'égards être considérée comme son chef-d'œuvre. On peut décider de le voir comme une comédie, mais qui multiplierait les incursions dans le drame, voire même la tragédie. C'est un peu cet équilibre que cultivera Comencini, et c'est exactement ce que l'on trouve quand on voit L'argent de la vieille. Professore, qui c'avevo 7 milioni, che dovremmo fare? E mo te lo dico io, datemi una sedia. Eccola. Senti Peppino, davanti a questa spontanea assemblea di popolo, io voglio porti una domanda molto importante. Sì, professore, ci aiuti lei perché noi siamo ignoranti, no? Ecco, bravo. 8 anni fa, quando hai incominciato questa lunga partita con la vecchia, dico, avrai stabilito un piano di lotta, no? Un obiettivo finale da raggiungere. Rispondi? E io no. Ah, e così tu hai accettato di giocare questa lunga partita, ti sei impegnato in questa tremenda lotta che ci ha tenuti tutti quanti siamo, in un'angoscia drammatica per anni. E adesso mi vieni a dire che non sapevi qual era l'obiettivo finale da raggiungere. Scusi, ma che obiettivo? Ce film, je l'ai découvert lors du dernier festival La Rochelle Cinéma, et c'est celui qui m'a donné envie de parler de comédie à l'italienne. Tout simplement parce que je trouve qu'il fait le constat d'énormément de défaillances du système qui sont aujourd'hui encore actuelles. Son fonctionnement est simple, voire même désarmant, puisqu'il choisit de plonger deux pauvres hères, issus de quartiers misérables, aux abords de la ville, dans l'abondance et le luxe d'une villa qui surplombe la ville et qui accueille, à la belle saison, l'une des femmes les plus riches du monde. En les faisant se rencontrer, Rodolfo Sonego, le scénariste, souligne l'injustice absolue qui est au cœur même du système que l'on nous présente dans les années 70 comme le meilleur. Dino Risi déclarait que le secret pour avoir un bon film était de bien le caster. Et ça tombe bien, parce que le casting de ce film comprend une personnalité. Mais avant cela, je me dois de citer un autre grand, très grand nom de la comédie à l'italienne et que nous avons jusqu'à présent minutieusement évité. J'ai nommé Alberto Sordi.
En France, on le connaît en partie pour son rôle d'Alberto dans Les Vitelloni, le film de Federico Fellini, mais c'est un acteur majeur et d'une importance capitale chez nos cousins transalpins. Il commence sa carrière à 17 ans en 1937 dans les studios de Cinecittà, fleuron de l'industrie cinématographique italienne, tel que voulu par le pouvoir fasciste pour rayonner sur l'Europe et le monde. Le premier film dans lequel il apparaît est l'un des plus grands succès populaires de l'époque, Scipion l'Africain. Dès lors, Sordi ne s'arrêtera plus de travailler, presque jusqu'à sa mort en 2003. Après son apparition remarquée dans I Vitelloni de Fellini, donc en 1953, il se fait définitivement une place dans le paysage grâce au film La Grande Guerre de Mario Monicelli. Écrit par Age et Scarpelli, encore eux, et Luciano Vincenzoni, Sordi y apparaît aux côtés de Vittorio Gassman, lequel vient de sortir auréolé du succès du Pigeon, dont il tient le rôle principal. La Grande Guerre ouvre une trilogie communément appelée Trilogie de la guerre, dans laquelle on retrouve aussi La Grande Pagaille de Luigi Comencini, justement, sorti en 1960 avec Alberto Sordi, et Une vie difficile de Dino Risi, sorti en 1961 avec, vous l'avez deviné, Alberto Sordi. En 3 ans, cet acteur est au firmament et représente à l'écran l'italien moyen, ballotté par l'histoire avec un grand H, toujours un peu à contre-cœur. Il le restera pendant des années. Le plaisir que provoque le jeu de Sordi est viscéral, parce qu'il ne fait pas souvent appel à notre intellect. Ça pourrait sembler être un reproche, mais c'est au contraire la plus grande qualité qui traverse l'entièreté de son registre. On n'a qu'à le voir, son corps, sa tenue, son regard, ses mouvements, tout en lui traduit quelque chose d'à la fois drôle et extrêmement révoltant. C'est toute sa situation qui est comique, précisément parce qu'elle ne l'est absolument pas. À ses côtés, un autre grand nom de la comédie à l'italienne, et du cinéma transalpin en général d'ailleurs, Silvana Mangano. Celle qui s'est faite découvrir en 1949 dans Ria Mère de De Santis a en réalité commencé sa carrière 4 ans plus tôt en France. Souvent limitée à des rôles plutôt érotiques en raison de son physique, Mangano n'aura pas eu une carrière aussi riche et dense que celle de Sordi à qui elle donne la réplique. Dissipons les doutes immédiatement, ce n'est pas par manque de talent ou de savoir-faire, et l'argent de la vieille en est une preuve irréfutable. Méconnaissable, mal fagotée, pas ou très mal maquillée, à l'image d'une Sophia Loren dans Une journée particulière qui sortira 5 ans après, et dont j'ai eu l'occasion de vous parler dans l'épisode 7 de la saison 1 de Cinécure, Mangano est la partenaire parfaite pour Sordi. Son allure altière, son ton coupant, l'intelligence et la pertinence de son personnage, qu'elle n'a aucun mal à incarner, en fait une contrepartie de choix. Le duo fonctionne à merveille parce qu'elle est l'anti-Sordi. Avec eux, Comencini parvient à faire de son film une fable avec la sorcière dans son château, son majordome et les pauvres qui vivent dans la forêt en contrebas, espérant pouvoir survivre entre les visites de cette femme qu'ils envient et respectent dans un mélange d'admiration et de peur. Sauf que dans cette fable, ce qui est en jeu, c'est bien entendu la richesse, l'argent, le pouvoir qu'il confère et la pingrerie des plus riches qui ne peuvent exister et maintenir leur niveau de vie qu'aux dépens des plus pauvres. C'est drôle, c'est caustique même, c'est souvent physique, comme cela arrive beaucoup dans la comédie italienne, mais c'est surtout dense et tendre à la fois, dur et terriblement attachant. Mais ce n'est pas tout, car malgré ce casting déjà très bien fourni, on peut rajouter Daniele Dublino et Mario Carotenuto notamment, dans des archétypes issus eux aussi de la fable. La surprise vient d'ailleurs. D'outre-Atlantique plus précisément, où Comencini est allé convoquer l'une des figures mythiques de Hollywood, j'ai nommé Bette Davis. Comment le réalisateur a-t-il pu obtenir la participation de l'actrice américaine, bien que je n'en ai pas la certitude, n'ayant rien pu trouver de très concluant sur cette collaboration? À mon avis, la réponse est à chercher du côté de Dino De Laurentiis, qui est le producteur du film, accessoirement le mari de Silvana Mangano, et qui avait un don absolu pour convaincre de grandes stars d'apparaître sur ses films. Et ce n'est pas tout, parce que pour apparaître aux côtés de tout ce beau monde, Comencini s'offre aussi les services de Joseph Cotten, acteur absolument merveilleux et presque aussi connu que Davis, même si son aura est aujourd'hui plus limitée à un groupe de cinéphiles, contrairement à sa partenaire américaine. Ainsi vogue L'argent de la vieille, vaisseau étrange mais drôle et acerbe, qui dénonce dès 1972, dans un climat qui commence à bien se détériorer en Italie avec les premiers attentats et l'arrivée pour de bon des brigades rouges et leurs années de plomb, un système à 2 vitesses où on se demande bien ce qui pourrait renverser la vapeur et changer pour de bon ce système déjà défaillant. Si vous aimez les confrontations d'acteurs et d'actrices monumentaux, si vous aimez la tension qui s'instaure naturellement lors des jeux d'argent, et si vous êtes en colère contre le système, alors vous allez adorer L'argent de la vieille. Il est disponible sur la Cinétech pour 2,99 €. En 1972, en France, on pouvait aller voir au cinéma Orange Mécanique de Stanley Kubrick, Le dernier tango à Paris de Bernardo Bertolucci et Le parrain de Francis Ford Coppola.
voulons les colonels de Mario Monicelli, durée 1h38. Mécontent de la façon dont la droite en général et le parti fasciste en particulier répond à l'instauration de la démocratie, le député Giuseppe Tritoni est bien décidé à prendre ses responsabilités. Il contacte de vieux généraux et organise un coup d'État. Pour préparer cet épisode, j'ai fait ce que je fais toujours, je sélectionne quelques films en rapport avec le sujet que je veux traiter afin de compléter la liste des films que je connais déjà et qui m'ont motivé à parler de ce sujet. Et je vois tous ces films. Dans la liste, certains sont des films de contextualisation et d'autres des potentiels candidats pour compléter la liste. Autant vous le dire tout de suite, Nous voulons les colonels n'avait absolument pas vocation à faire partie de la liste finale de cet épisode. Utilisant de nombreux ressorts de la farce, il ne serait pas exagéré d'utiliser le terme outrancier pour parler du film. C'est même par moments grotesque et parfois gênant, mais on ne peut pas dire que cette démarche soit injustifiée. D'ailleurs, plus on avance dans le film, plus cette démarche semble non seulement complètement justifiable, mais elle paraît même complètement à propos. Aux manettes, les décidément omniprésents A.J. Scarpelli, déjà derrière Au nom du peuple italien, dont je vous ai déjà parlé au début de cet épisode et qui ont aussi signé énormément des films de la comédie à l'italienne. Le récit qu'ils mettent en place ici, accompagné à l'écriture par Monicelli lui-même, est particulièrement bien construit et d'une clairvoyance déroutante. Cette clairvoyance, elle est caractéristique, vous l'avez bien compris maintenant, de ce genre de film si populaire depuis la fin des années 50 et jusqu'aux prémices des années 80. C'est ce qui donne à ces films ce ton si particulier, si ironique. C'est le terreau dans lequel sont plantées des situations qui ne nous rappellent que trop bien notre quotidien. Possiamo contare su una certa larghezza di mezzi e quindi passare al piano operativo. C'è qualcuno che chiede la parola? Io. Il colonnello Turzilli. Volevo dire che qui è assolutamente necessario aprire le finestre, altrimenti prudenza a parte, ci schiattiamo a caldo e dalla puzza. Si procede. Cercasi membro per stesura a piano operativo. Necessita uomo con ampiezza di vedute, scaltrezza, capacità di sintesi tattico-strategica. En voyant ces films, j'ai bien souvent porté ma main à mon front en m'exclamant « Mais oui, évidemment !» Et elle se transmet particulièrement bien à travers les personnages que le trio s'amuse à croquer. Il y a les militaires retraités, nostalgiques d'un état fasciste, qui les mettaient à l'honneur, les politiques véreux, qui patientent parfois des années avant de pousser leurs collègues à commettre l'irréparable et en ramasser les fruits pour leur propre bénéfice, les idiots utiles, le peuple clairvoyant. A.J. et Scarpelli m'ont personnellement fait comprendre la différence entre un cliché et un archétype, entre le pouvoir destructeur du premier et au contraire la richesse du deuxième, sur lequel on peut bâtir un édifice solide. La clé du film se trouve là. Ce sont les personnages qui sont le vecteur de la structure narrative. Du moment que nous croyons à leur existence, à leur matérialité, il n'y a pas d'explication compliquée et longue à fournir. Leurs actes coulent de source et on s'y retrouve très facilement. Et effectivement, le film ne s'encombre pas de bavardage et d'échanges philosophiques. Dès le générique de début, on comprend qu'il va falloir s'accrocher et effectivement, le film déboule comme un camion lancé sur l'autoroute. Et si on n'arrive pas à l'attraper, on pressent qu'il va être compliqué de monter en marche. En tête de cette chevauchée, on retrouve Ugo Tognazzi, décidément grand artisan de la comédie à l'italienne, au même titre que Gassman, Manfredi et Sordi. Il est parfait dans son rôle de député d'extrême droite, décomplexé, bourru et mal dégrossi. Bien que production 100% italienne, le casting comprend quelques noms français, comme celui de Claude Dauphin et François Perrier, qui fait une petite apparition, comme toujours très appréciée. Mais globalement, on ne peut pas se mentir, c'est Tognazzi qui fait tout l'attrait du film. Une fois qu'il est aux commandes, comme l'avait dit Risi, le film se fait tout seul, d'autant que, de l'autre côté de la caméra, ce n'est pas n'importe qui. Mario Monicelli est un réalisateur âpre. Au-delà de son engagement communiste et antifasciste, qui a donc par nature dû vivre de nombreux revers, il y a au centre de son existence un événement tragique, à la lumière duquel on comprend beaucoup mieux sa vision noire du monde. Cet événement, c'est le suicide de son père, Tommaso, en 1946. Journaliste antifasciste, qui est débarqué de son emploi à un moment pourtant crucial pour l'histoire de l'Italie, mais aussi pour celle de la gauche avec un G majuscule, le journaliste se tire une balle dans la tête. C'est Mario Monicelli lui-même qui, selon ses dires, retrouvera son père dans la salle de bain. Il a alors 30 ans. Ce drame, Monicelli en parlera toute sa vie en expliquant comprendre ce geste de désespoir de son père. Mario Monicelli finira par se suicider lui aussi, atteint d'un cancer à la prostate et se sachant condamné. Voilà pour le personnage et sa contextualisation. Mais Monicelli, c'est aussi un personnage central de la comédie à l'italienne, déjà parce que si c'est Pietro Germi qui, sans conteste,
ouvrira le bal de ce genre avec Divorce à l'italienne, sorti en 1958, il est tout aussi admis que c'est Monicelli qui refermera cette magnifique parenthèse en 1978 avec l'incroyable Un bourgeois tout petit. Et si vous vous demandez pourquoi est-ce que je n'ai pas choisi ce dernier pour l'inclure dans cet épisode, eh bien c'est que ce film est aujourd'hui difficilement visible. Mais peu importe, il y a dans Nous voulons les colonels un concentré de noirceur, un grand éclat de rire face à l'absurdité des systèmes que nous nous sommes créés et dans lesquels nous semblons nous empêtrer ad nauseam sans que rien ni personne ne soit capable ni n'ait envie de nous sortir de là. Des années plus tard, en 2010, alors qu'il s'approchait lui aussi de la fin de sa vie, il déclarait « L'espoir est un gros mot, un piège infâme inventé par ceux qui ont le pouvoir pour nous exhorter à rester sages. Il y a cette énergie du désespoir du condamné à mort qui comprend que tout cela n'était qu'une farce, et bien sûr la conviction absolue que l'ennemi à abattre, c'est le fascisme. Celui qui avance masqué en faisant croire qu'il va servir les intérêts des plus petits quand c'est précisément l'inverse. Ça est le constat amer que le seul programme de la droite est de voir la gauche décimée, et cela peu importe les conséquences à court, moyen ou long terme sur la vie politique du pays. Peu de gens se sauvent aux yeux du trio d'écrivains, mais la grande force du film, c'est de nous le montrer en riant. Si vous aimez l'humour noir, les sursauts d'évidence et l'antifascisme, alors vous adorerez Nous voulons les colonels. Le film est disponible en VOD sur Universiné pour 2,99 €. Au cinéma, en 1973 en France, on pouvait voir Mon nom et personne de Tonino Valeri, État de siège de Costa Gavras et Vivre et laisser mourir de Guy Hamilton. Vers un destin insolite sur les flots bleus de l'été de Lina Wertmüller, durée 1h54. Sur un yacht de luxe, Raffaella Pavone Lanzetti, une riche héritière abominable et prétentieuse, passe des vacances de rêve mais se plaint sans cesse. Un jour, c'est le café trop froid, un autre, les pâtes trop cuites, après c'est l'odeur de l'équipage. Ces plaintes permanentes ont le don de mettre hors de lui Gennaro Caruncchio, un mousse communiste dont la patience est réduite très rapidement à peau de chagrin. Un jour, alors que Raffaella exige d'aller rejoindre ses amis en Zodiac pour se baigner, alors que le soleil se couche, l'impensable se produit et tout change. Avant que vous ne vous interrogiez, oui, le pitch a quelque chose qui, si vous êtes du genre à aller voir les Palmes d'Or au cinéma, devrait vous rappeler des souvenirs. Une confrontation d'idées politiques qui commence sur un yacht et se poursuit ailleurs, ça ne peut que faire penser à Sans filtre de Ruben Östlund. Et je suis prêt à parier que le réalisateur suédois a non seulement vu le film de Lina Wertmüller, mais que c'est aussi une source majeure d'inspiration pour lui. La différence, elle est de taille, c'est que l'affrontement idéologique est ici limité aux deux personnages du Mousse, campé par Giancarlo Giannini, et de l'ultra-riche Mariangela Melato. Giannini, vous le connaissez déjà, vous l'avez vu dans de nombreux films à gros budget, comme par exemple Casino Royale ou encore Hannibal. Mais en Italie, c'est un acteur qui a d'abord été connu pour son implication dans quelques films de Lina Wertmüller justement. Giannini y traîne en général ses mélancoliques yeux bleus délavés, qu'il va bien souvent planter dans ceux, tout aussi beaux, d'une actrice au physique changeant, mais au talent toujours égal. Cette actrice, c'est Mariangela Melato, et la raison pour laquelle elle est si peu connue en France m'échappe complètement, tant son talent est immense. Ce duo se connaît bien, et surtout, il fonctionne en 1974 à plein régime. En 1972, les deux se sont donné la réplique dans Mimi Metallo, blessé dans son honneur. Et en 1973, ils se retrouvent dans Film d'amour et d'anarchie. En 1974, Wertmüller leur prépare deux rôles extrêmement clivants et qui sont un peu l'apothéose de ce qu'on pourrait considérer comme la trilogie politique de la réalisatrice. Une trilogie dans laquelle elle s'attache à démontrer que les structures humaines, et donc par définition non naturelles, sont violemment ancrées en nous. Je dis violemment parce que Lina Wertmüller nous rappelle que la violence est omniprésente dans nos sociétés et elle l'est par conséquent dans le film. Violence des gestes bien sûr, mais aussi violence des mots. Toute la première partie du film vous le démontrera à grand renfort d'intervention bruyante du personnage de Melato. Sous son magnifique vernis, ses décors paradisiaques, le film est tourné en Sardaigne et si vous me connaissez un peu, vous savez mon amour pour cette île, le film ne parle que des inégalités qui criblent nos sociétés et nos rapports. Pour le faire, la réalisatrice, qui est aussi la scénariste, utilise un procédé aussi efficace que simple.
l'action se déplace, et avec elle l'équilibre du rapport entre ces personnages. Il y est bien entendu question d'argent, de sexe, de force et d'amour, souvent de tout ça en même temps, comme pour bien appuyer le propos et démontrer que les uns ne vont pas sans les autres. La démonstration de Wertmüller est imparable et donne lieu à des scènes parfois extrêmement gênantes ou même révoltantes, je ne vais pas vous mentir, mais toujours pleines d'enseignements. Il n'y a rien de gratuit, au sens propre comme au figuré d'ailleurs, dans ce film qui nous interroge à chaque détour sur la nature profonde de notre humanité. L'humain est-il un être social ? Doit-il l'être ? Et si oui, à quel prix ? Signora, se deve fidare. Non si vede anima viva. Certo, si isolotto, selvatico e senza nessuno. Ma non è possibile! Ma senta, guardi, sembrano le Dolomiti, sembrano. Ma può essere la Sardegna, la Sicilia, cosa ne so io. Senta, tocchi su e guardi meglio, eh? Lassù. No, signora. Come? No, signora, io là sopra non ci torno perché già vedi tutto benissimo prima. Ah, va bene, Generino. Se si mette a fare della polemica, allora va messa a posto, scusi, eh. Ma perché dovrei fidarmi di lei, eh? Lei mi ha fatto perdere per mare, ha fatto rompere il motore, non sa le rotte, per maloso come tutti i meridionali approssimativo, perché dovrei fidarmi come se fosse svizzero, eh? No, vabbè, basta, guardi, eh? Lasci perdere, tanto s'è capito. Lei è negato, inutile cavare acqua dalle rape. Wertmüller porte sur la société tout entière un regard rempli de compassion, comme toute personne clairvoyante devrait en avoir pour ses pairs, parce qu'elle voit et dévoile tout le poids des structures que nous avons inventées et dans lesquelles nous nous sommes enfermés. La réalisatrice, justement, parlons-en. Quand je vous ai présenté cet épisode, j'ai soigneusement gardé son nom secret. Il aurait été logique, finalement, quand on voit la publicité dont ont bénéficié les Risi, Monicelli, Latuada, Comencini, d'inclure dans cette liste un film d'Ettore Scola. Pendant un certain temps, d'ailleurs, j'ai eu envie d'y ajouter Affreux, sale et méchant, qui a pour lui de montrer la pauvreté et les effets qu'elle a sur les gens qui en souffrent. Mais d'une part, je vous ai déjà parlé de Scola dans l'épisode 7 de la saison 1 de Cinécure, et d'autre part, j'avais vraiment très envie de vous parler de Wertmüller, qui est un peu l'oublié de cette génération de faiseurs. Je pourrais faire semblant de ne pas comprendre pourquoi elle a été mise de côté à ce point, mais nous savons très bien, vous et moi, que c'est parce que c'est une femme, tout simplement. D'ailleurs, le même Ettore Scola déclare dans l'excellent documentaire Hommage à la comédie italienne, drôle, tendre et méchant, que pour trouver des interprètes masculins une fois que leur scénario était écrit, il n'y avait qu'à se pencher, et que du côté des femmes, c'était un peu plus compliqué. Les Stefania Sandrelli, Sofia Loren, Lea Massari et Lina Wertmüller, donc non pas actrices mais scénaristes et réalisatrices, apprécieront. Je ne vais pas revenir sur les raisons du fourvoiement de cette déclaration, d'autres le font bien mieux que moi. Il me suffira de signaler que des 3 films au contenu hautement politique et extrêmement grinçant que j'ai cités plus tôt, tous ont été écrits et réalisés par Lina Wertmüller, qui n'a donc rien à envier à ceux que ma bien-aimée grand-mère appelait des gonzes. Et il suffit de voir Vers un destin insolite sur les flots bleus de l'été pour voir qu'à côté d'elle, tous ces gonzes sont bien timides quant à leur vision du système et des inégalités qu'ils génèrent, et que s'ils ont bien souvent touché du doigt quelque chose, Lina Wertmüller est la seule à s'en être saisie et à avoir regardé bien en face la dureté de cette réalité sans scier et à l'avoir retranscrite d'une telle manière. Parce que oui, on n'a pas du tout parlé de la forme, mais à bien des égards, Vers un destin insolite sur les flots bleus de l'été est un magnifique objet 70s, avec, je l'ai dit, des décors fantastiques, mais aussi une photographie sublime, vaporeuse à souhait, signée Ennio Guarnieri, connu pour son travail dans Fratello Sole e Sorella Luna de Franco Zeffirelli, ou Ginger et Fred de Federico Fellini notamment. Et puis il y a aussi la musique planante et sublimement dissonante de Piero Piccioni, qui oscille entre bossa nova et thème mélancolique à la guitare sèche. Avec un vestiaire signé Enrico Job, alias Monsieur Lina Wertmüller à la ville, le film finit de prendre des allures de plaquettes pour les années 70, avec une esthétique absolument merveilleuse. Un très grand film, devenu à titre personnel un incontournable. Si vous aimez l'esthétique 70s, les films qui vous questionnent et vous bousculent et les performances d'acteurs et d'actrices, vous allez forcément adorer Vers un destin insolite sur les flots bleus de l'été. Il est disponible sur la Cinétech pour 2,99 €. En 1974, en France, on pouvait se faire une toile pour aller voir Les Valseuses de Bertrand Blier, L'Exorciste de William Friedkin ou encore Les Mille et une nuits de Pier Paolo Pasolini.
Et voilà, c'en est fini de notre balade transalpine, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, on y reviendra, ne vous en faites pas, le cinéma italien est plein de surprises, surtout pendant ces années 70, particulièrement mouvementées. Si cet épisode vous a plu, je vous encourage à vous abonner déjà et à noter le podcast 5 étoiles si votre plateforme le permet. Il n'y a rien de mieux pour le référencement. Vous pouvez aussi en parler à vos proches, le cinéma c'est toujours mieux quand c'est partagé. Je vous rappelle que tous les films conseillés dans cet épisode sont disponibles en description de l'épisode, avec les liens vers les plateformes qui les diffusent. Par ailleurs, vous pouvez trouver tous les films recommandés depuis le tout premier épisode de Cinécure dans une liste Letterboxd dont vous trouverez le lien dans la description de cet épisode aussi. Enfin, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux où j'officie en tant que Charles-Eddy, autant sur Instagram que sur Letterboxd. Vous pouvez aussi rejoindre le Discord du vaisseau Hypersensas en général et le channel Cinécure en particulier en cliquant sur l'invitation en description de cet épisode. Nous venons de mettre en place un ciné-club qui promet d'être drôle et enrichissant. Rejoignez-nous! Cinécure est un podcast créé, produit et réalisé par Charles-Édouard Wasselin, c'est moi, pour Vaisseau Hypersensas, dont je remercie tous les membres pour leur bienveillance et leur patience. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Cinécure. En attendant, prenez bien soin de vous, découvrez plein de films. Ciao!